En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie, numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir deux femmes fortes et libres. Jeannette Bougrabe, essayiste, haut fonctionnaire et ancienne secrétaire d'État. Elle est pour l'instant bloquée dans les embouteillages, mais elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Et Abnouche Chalmani, romancière, journaliste, réalisatrice, née à Téhéran en 1977, 2 ans avant la révolution iranienne. Abnouche Chalmani publiait en 2014 Roménie, Sade et moi, un puissant et passionnant livre autobiographique. Elle y évoquait sa petite enfance sous la férule des femmes corbeaux et y disait sa colère de voir en France des femmes portant le voile islamique contre lequel sa famille avait lutté en Iran avant de fuir. Jusqu'où ira la révolte des femmes iraniennes? S'agit-il d'une véritable contre-révolution? Les femmes iraniennes revendiquent-elles le droit de s'habiller comme elles le souhaitent ou se battent-elles contre le régime islamique? Donnent-elles une leçon de féminisme aux militantes françaises? Qu'est-ce que cette révolte nous dit de la France? Tout de suite les réponses d'Abnouche Chalmani et Jeannette Bougrabe en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Abnouche Chalmani, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour parler effectivement de la révolte des femmes iraniennes, pour parler plus largement de la question du féminisme. Jeannette Bougrabe nous rejoindra tout à l'heure, mais commençons avec vous. Vous êtes né à Téhéran en 1977, vous avez dû fuir le pays. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Est-ce que vous espériez voir ça aussitôt? Moi, j'ai un rapport assez étrange avec l'Iran. C'est étant arrivé en France à l'âge de 8 ans en 1985. Je n'ai même pas la double nationalité. Donc, je dis souvent que je regarde l'Iran comme je regarderais la Birmanie ou les États-Unis avec une forme de distance. Mais il n'empêche que nous sommes nos enfances avant tout et que mon enfance, donc de 0 à 8 ans, a été iranienne et que, j'allais dire, le geste qui m'a défini plus tard intellectuellement et qui a fait la femme que je suis aujourd'hui, fut qu'à l'âge de 6 ans, le voile étant obligatoire à l'école, on m'a collé le foulard sur la tête, la robe conventionnelle plus le pantalon qui allait avec, et que le premier jour d'école, je n'ai pas trouvé d'autres réponses, d'autres manières de protester que d'enlever ce voile, la robe et le pantalon et de traverser la cour de l'école cul nu, comme un doigt d'honneur aux barbus et aux corbeaux de mon enfance, et que j'ai recommencé jusqu'à ce que la guerre et l'atmosphère l'empêchent. Donc forcément, quand je vois ces images-là depuis 4 semaines, donc on va rentrer dans la 5e semaine de révolte, protestation, de soulèvement, de pré-révolution, ça c'est l'histoire qui nous dira exactement ce à quoi on est en train d'assister. J'ai forcément un sentiment d'émotion et le fait de voir quelque part tout l'Iran refaire mon geste totalement enfantin et innocent, c'est-à-dire certaine manière, montrer son cul à la face des dictateurs que sont les mollahs. Donc le rapport n'est pas si distancié que non, ça. Il y a une part intime, voire très intime. Du coup, qu'est-ce que ça, avec votre regard distancié là, pour le coup, vous pensez que ce mouvement est une révolte? Est-ce que c'est les prémices d'une contre-révolution? Est-ce que vous avez de l'espoir? Ce que je vois, c'est l'inédit qui est à tous les niveaux de ce mouvement, inédit du geste, qui est ce foulard retiré et brûlé. Ce n'est pas arrivé au moment des révoltes estudiantines de 99, alors que c'était la première, j'allais dire, présidence réformatrice, celle de Khatami, mais c'est Ali Khamenei qui a envoyé les gardiens de la Révolution, puisque gardiens de la Révolution, Bastaran et Bassidji sont sous l'ordre direct du guide suprême. 2009, la Révolution verte, contre la réélection par triche, par fraude électorale d'Ahmadinejad, pareil, les femmes ont manifesté, mais avec le voile sur la tête. 2017 et 2019, révolte de la faim, révolte face à cette société bloquée, au manque d'argent, au manque de nourriture, et aussi par rapport à la coûteuse politique étrangère de l'Iran. On voyait des pancartes en Iran, malgré le voile, où il y a
été marqué ni Gaza ni Hezbollah, je donne ma vie pour l'Iran. Mais les femmes ont toujours gardé ce voile sur la tête et il y a toujours eu cette idée que la réforme était possible, que ça y est, maintenant il n'y avait plus la guerre en Irak, on était sorti de la République islamique en danger, donc il n'y avait plus besoin de la préserver. Là, la question ne s'est même pas posée. Mahsa Amini est morte le 16 septembre, elle a été enterrée le 17 septembre dans le Kurdistan, puisqu'elle était originaire du Kurdistan iranien, et dès l'enterrement, les voiles étaient soulevés, les voiles étaient brûlés, et ça ne s'est pas arrêté depuis. Et de voir des écolières, des collégiennes, des lycéennes, sous-entend qu'il y a une vraie remise en cause de la République islamique, qui n'a pas concrètement été foutue d'apporter liberté et justice comme promis, qui n'a fait qu'enfoncer ce pays dans un marasme économique, culturel, environnemental, et à côté de ça, et là ça date de cette semaine, donc reste à voir, les raffineries de pétrole du sud de l'Iran se sont mis en grève. C'est la première fois depuis 79. Elles ont déjà fait grève, mais pour des revendications syndicales, jamais pour une raison politique, ni en 99, ni en 2009, ni en 2017, ni en 2019. Donc c'est assez surprenant, et en le disant clairement pour soutenir les manifestants. Car les femmes, les filles qu'il y a dans la rue, c'est leurs filles, c'est leur mère, c'est leur sœur. Oui, les hommes sont là depuis le début. Sont aux côtés des femmes depuis le premier jour. Alors, moi, j'ai toujours pensé, la révolution islamique d'Iran de 79, c'est fait avec les hommes et les femmes. Les femmes étaient aussi présentes dans les rues que les hommes. Pour défaire cette révolution, les femmes et les hommes seront aussi ensemble dans la rue. Donc moi, quand j'entends, oui, le geste, les femmes sont ce symbole, puisque le voile est le symbole, l'ADN de la République islamique. Donc forcément, c'est cette image qui nous choque, qui nous ravit. Mais les hommes ont été là dès le premier jour. La question ne se posait même pas, c'est sûr. Même les pères, au début on était là, c'est générationnel, il n'y a que des jeunes. Non, les pères sont là aussi avec leurs filles. Ça, c'est inédit. Samedi dernier, le poste de police du bazar de Téhéran a brûlé. Là encore, inédit. On a toujours, vous savez, le bazar n'a pas de cœur. Non, le bazar commerce trop. Le bazar n'a pas d'âme. Il n'a pas le temps d'avoir une âme. Par contre, le bazar est un poumon. C'est l'oxygène, non seulement de Téhéran, mais de la ville. Et au moment de la révolution islamique, des prémices, au moment de la pré-révolution, c'est quand le bazar est tombé du côté des mollahs, du côté des islamistes, que la révolution a été faite. Donc là, il se passe quand même des choses. Il y a des boutiques dans le bazar qui ont arrêté de vendre des voiles islamiques. C'est surprenant, c'est inédit. Donc, est-ce que tous ces inédits-là vont finir par transformer ce soulèvement et cette révolte en révolution, c'est-à-dire à bouleverser la donne de la République islamique? Ça, c'est le temps qui nous dira, mais 5 semaines quand même, on rentre dans la 5e semaine. C'est tout à fait excitant. Et vous avez dit une phrase qui me paraît très intéressante, vous avez dit le voile est l'ADN du régime islamique. Ma question est, qu'est-ce que ça signifie finalement ce symbole de voile et pourquoi ça a commencé par là? Est-ce que les femmes iraniennes finalement manifestent pour la liberté de s'habiller comme elles le souhaitent, ou est-ce qu'elles essaient de s'attaquer justement à ce que vous appelez l'ADN du régime? Le voile est l'ADN du régime, donc concrètement le voile tombe, le régime tombe. Moi je vois très mal ces jeunes filles, ces femmes retourner sous le voile, elles qui se promènent aujourd'hui tête nue dans les rues de Téhéran. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, le voile est nouveau dans les pays arabo-musulmans, et là j'inclus aussi les pays du Moyen-Orient et du Maghreb. C'est qu'au moment des luttes pour la décolonisation, c'est-à-dire début du XXe siècle, une femme comme Ouda Sharawi, qui est égyptienne, qui est une féministe, qui est anti-colonialiste, qui se battait contre le colon britannique, mais aussi pour les droits de la femme, en 1923, en public au Caire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retire son voile. À partir de là, les femmes, concrètement, n'ont plus mis le voile en Égypte. Ce qui permettait à Nasser de rigoler des frères musulmans qui voulaient imposer le voile aux femmes. Même la propre fille d'Hassan al-Banna ne portait pas le voile. Qu'est-ce que c'est de cette blague? Donc le voile avait totalement disparu, si tant est qu'il était présent avant. Atatürk l'avait purement interdit, Bourguiba parlait d'épouvantail, et Reza Shah Pahlavi, le père du Shah, dans les années 30, l'a interdit. Donc le voile avait vraiment disparu. Quelques femmes très âgées qui étaient forcées de le porter disaient encore « Ah non, mais je peux pas sortir, ça me brise le cœur, je me sens nue ». Là, on ne doit pas dire que c'est mal, on doit juste signifier que c'est une pathologie
que le voile, ou une femme, le fait que ses cheveux soient découverts, se sentent nus. Le voile, encore une fois, n'est pas un vêtement, c'est un signe de stigmatisation qui stigmatise la femme en tant qu'objet de tentation sexuelle et de péché. Merci Abnouche Chalmani d'être avec nous sur Sud Radio en toute vérité. On continue de parler de cette contre-révolution, peut-être en tout cas révolte des femmes iraniennes, sans doute aussi avec Jeannette Bougrab qui doit nous rejoindre. Alors il y a des difficultés de circulation plus les pannes d'essence, donc on espère qu'elle sera avec nous après la pause. À tout de suite dans En toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Abnouche Chalmani. On parle de la révolte des femmes iraniennes, on parle du féminisme. On attend aussi Jeannette Bougrab qui devrait nous rejoindre normalement. Elle est dans les embouteillages. On parlait avant la pause, Abnouche Chalmani, du voile, de ce qu'il représentait. En France, certains le voient simplement comme un symbole religieux. Vous nous avez dit que c'était vraiment un symbole de soumission, d'oppression des femmes. Est-ce que c'est aussi un étendard islamiste et est-ce que c'est la première chose que font justement les dictatures islamistes pour s'installer, c'est de voiler les femmes? Le voile est le signe des islamistes, son étendard, son drapeau, et c'est là, à partir du moment où il est revenu. Le voile n'est pas revenu avant Khomeini et la République islamique, il est revenu après. Et pourquoi est-ce que soudain, même dans les pays maghrébins et les pays du Moyen-Orient comme en Iran où c'était devenu mais vraiment le foulard de maman, de grand-mère, ça n'avait aucun sens, d'autant plus que la question est-ce que le fameux verset dans le Coran qui dit il faut se couvrir la poitrine, est-ce qu'il sous-entend les cheveux, et qu'on a quand même une université sunnite qui est l'université d'Al-Azhar qui existe depuis le Xe siècle au Caire, qui a toujours pas réussi à se mettre d'accord sur ce verset. Donc moi ça m'amuse beaucoup de voir des gens qui n'ont jamais étudié l'histoire du monde islamique et du Coran, dire avec certitude, bien sûr, que c'est une prescription islamique. Donc il y a quand même toute cette confusion. Pourquoi après il s'est installé et qu'il est advenu, ce voile? C'est tout d'un coup, à défaut d'avoir une oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, la communauté musulmane, on avait une oumma de l'esthétique grâce au voile. C'est tout d'un coup, reconnaissez-vous. Parce qu'il y a aussi cette tradition dans l'islam qui est que le musulman doit, dans l'espace public, se démarquer du non-musulman. Et ça a quand même aussi son importance. On le disait au moment des grandes conquêtes du monde arabo-musulman, que toi, le musulman, sois reconnaissable dans la rue. Ça a été oublié et tout d'un coup avec le voile ça revient. Donc à défaut d'avoir une oumma, une communauté des croyants cohérente entre chiites, sunnites, on avait l'oumma de l'esthétique, l'oumma du foulard qui permettait à tous les musulmans de se reconnaître. C'est encore l'un des nombreux coups de génie de Khomeini le chiite qui a réussi par un bout de tissu pas du tout anodin à convaincre la rue arabe et sunnite. D'ailleurs, dans l'un de vos derniers papiers, c'était dans l'Express, je crois, vous expliquiez que la révolution a été une révolution esthétique en même temps qu'une révolution politique. Totalement. Le but de Khomeini, c'était d'effacer symboliquement les fêtes de Persépolis de 1971, qui célébraient les 2500 ans de royauté. Ça buvait du champagne rosé 1959, s'il vous plaît, où on avait cette espèce de culture zoroastrienne qui explosait au visage du monde. Ça a été une célébration extraordinaire qui s'accompagnait de l'ouverture de 2500 écoles primaires, d'événements culturels de grande importance qui signifiaient que l'Iran était capable, tout autant que l'Occident, d'accéder à la modernité, au progrès, à la technique. Khomeini avait en horreur cette esthétique qui était une occidentalisation pour lui de l'Iran, mais pas du tout, parce qu'il y avait déjà une occidentalisation en Iran, il y avait déjà Baccarat qui existait en Iran, donc c'était presque une tradition islamique que le syncrétisme culturel depuis l'Empire perse. Et vraiment, quand on regarde les photos avant-après, c'est abyssal de regarder ces photos-là, il y avait cette volonté d'accompagner cette révolution politique d'une révolution esthétique qui est visible à l'œil nu, et cet avant-après, je pense aussi, a été un énorme choc qui a fait qu'il a fallu 43 ans pour qu'enfin les femmes enlèvent ce voile et le brûlent.
Alors, Jeannette Bourrave est enfin arrivée. Oui, enfin, également. Il y a un problème à Paris, comme vous n'avez pas tant savoir. Même quand il y a des pannes d'essence, ça circule difficilement. C'est très mal. Bonjour Jeannette. Bonjour. Nos excuses en tout cas pour le retard. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous, même en retard. On parlait de cette révolution, de cette contre-révolution ou de cette révolte, on ne sait pas encore exactement. Quel est votre point de vue? On sait que vous, la cause des femmes est une cause très importante, mais aussi la lutte contre l'islam politique. Quelles sont vos impressions sur ce qui se passe aujourd'hui en Iran? J'ai beaucoup d'admiration pour les femmes iraniennes et ça date pas d'aujourd'hui parce qu'on l'oublie, mais de manière régulière, de manière cyclique, les femmes en fait retirent leur voile. Mais vous parliez de la révolution iranienne, mais en réalité dès que le Khomeini avait décidé l'obligation pour toutes les femmes de porter le voile, elles sont descendues dans les le lendemain. Le problème, c'est que de manière générale, l'Occident a toujours refusé de voir cela. Et je trouve qu'elles sont exceptionnelles parce qu'elles savent que c'est au prix de leur vie et elles savent qu'elles ne seront pas soutenues par l'extérieur. Et cette conception du sacrifice, moi, me bouleverse en réalité. Et je trouve qu'on n'est pas à la hauteur des Iraniens et des Iraniennes, parce qu'il y a encore, vous savez, il y a cette avocate Nasrin Soudabed qui a été emprisonnée parce qu'elle défendait des jeunes filles. Il y a 5 ans déjà, vous savez, il y avait ce mouvement de jeunes filles qui enlevaient leur voile et qui se juchaient sur des armoires électriques et elles le tendaient comme ça. Et pour avoir défendu ces jeunes femmes-là, elle a écopé de plusieurs années de prison et des coups de fouet. Et en réalité, elles sont seules. Donc dans un grand silence occidental. Oui, dans un grand silence, parce que derrière, il y a l'accord du nucléaire, en fait. Donc le cynisme, c'est toute la difficulté. Je suis peut-être pas très claire. Je trouve que le cynisme des relations internationales fait qu'on abandonne ces femmes. Et ces hommes, parce que des hommes manifestent à côté d'elles, elles brûlent ce voile. Imaginez si en France, des femmes brûlaient leur voile. Enfin, ce serait complètement insensé. Et je trouve qu'elles remettent en perspective la signification du voile que vous avez brillamment exposé et qu'on oublie en France. On explique qu'en France, le voile aurait un sens et ailleurs aurait un autre sens. Et je trouve qu'elles montrent en réalité que le combat pour l'égalité est un combat pour... universel et qu'on n'est pas à la hauteur. Et je parlais il y a quelque temps d'Annie Ernaux. Enfin, il ne faut pas critiquer la France, donc c'est toujours très difficile de critiquer un prix Nobel de littérature, mais la conception qu'elle a sur la question du voile... On rappelle qu'elle a signé des tribunes, je crois, pro-voile, des tribunes avec les islamistes. Avec les indigénistes, oui, de défense à Ouria Boutelja, et même après avoir eu le Nobel, elle s'est sentie obligée, bien entendu, de soutenir cette espèce d'international féministe, de soutenir les femmes iraniennes, tout en soutenant celles qui voulaient le porter en France, parce que ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que ce parti pris vient faire au milieu de la littérature? D'ailleurs, c'est tout sauf un prix Nobel littéraire. Parce que honnêtement, je ne sais pas si l'écriture blanche mérite un prix Nobel ou la cocotte minute de la bourgeoise, je ne sais pas, je suis encore doute. Mais c'est assez fascinant parce qu'il y a une espèce de continuité chez les intellectuels français de se tromper. Voilà, c'est-à-dire qu'on parlait de Khomeini, mais on pourrait citer Foucault qui effectivement l'appelait le saint homme et qui l'accompagne sur le tarmac de l'aéroport. Sartre et Beauvoir, Sartre et Beauvoir, mais ça c'était récurrent, c'était de manière générale. C'est de faire la promotion du stalinisme au moment où il y a le nombre de camps, de dénigrer ceux qui critiquent le stalinisme. Donc c'est une constante, apparemment Aron qui a pu dénoncer. Moi je suis effondrée par cela. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une forme de trahison des élites occidentales et que malgré ce qui se passe en Iran, vous avez quand même toute une campagne aujourd'hui au sein de l'Union européenne ou encore dans certaines villes en France pour dire de mettre en avant cette mode pudique, ces femmes pudiques qui auraient plus de valeur que les autres. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, je rebondis sur l'Union européenne, mais qui faisait effectivement une campagne, même avec une enfant voilée. Et puis on rappelle la campagne qui était en décembre dernier, je crois, sur la liberté et dans le voile. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi politique, y compris française, d'accepter de continuer à subventionner, parce qu'on rappelle que l'Europe subventionne un certain nombre d'associations proches des frères musulmans. C'est plutôt notamment affreux, parce que moi je trouve que vous savez, quand Elisabeth Badinter est intervenue sur France Inter,
elle s'est fait attaquer. C'est-à-dire, elle s'est fait attaquer par une jeune génération de féministes, en fait, en disant qu'elle n'incarnait plus les valeurs de la sororité, parce que c'est ce nouveau mot très à la mode. Et donc, je trouvais que elle qui incarne et qui avait dénoncé justement ces compagnies de vêtements qui font de la mode pudique. Et notamment, la tribune de Annie Ernaux était venue parce que Elisabeth Badinter ou c'était Laurence Rossignol demandait le boycott de ces marques de vêtements qui surfent de manière assez cynique, de manière cupide sur cette mode islamique. Elle appelait au boycott, et vous avez à l'époque Annie Ernaux qui disait mais non, c'est scandaleux, pourquoi vous critiquez Décathlon, c'est honteux, ces pauvres femmes, vous stigmatisez l'islam. Mais aujourd'hui, ceux qui stigmatisent l'islam, c'est plutôt les forces de l'ordre du régime iranien qui tuent des jeunes femmes pour avoir osé laisser passer quelques mèches de cheveux. Et donc quand vous avez en réalité des grandes sommités intellectuelles qui défendent plutôt le capitalisme, qui décident de s'enrichir en profitant de la vague islamique, c'est quand même paradoxal. Enfin, moi, les bras m'en tombent de manière permanente. Voilà. Et on parlait tout à l'heure avec Abnou Chalmani du symbole même du voile. Vous avez dit tout à l'heure en fait qu'il avait la même signification en Iran et oui, en France. Il n'y a qu'en France qu'on pense qu'éventuellement porter ce signe qui est un signe qui sépare, qui exclut l'autre, qui cache, eh bien, aurait une signification en France et en Iran totalement différente. Il n'y a pas qu'en France. Quand on prend les pays anglo-saxons... Oui, mais ils se trompent. Enfin, ils ont une conception totalement communautariste mais pire que ça, une conception, j'allais dire, acculturelle. C'est-à-dire que ce qui est devenu un uniforme de l'islamisme efface, c'est-à-dire c'est quand même assez amusant ce paradoxe que chez les populations immigrées, il y a une espèce de revendication de leur culture d'origine, mais l'uniforme qu'ils endossent efface leur culture d'origine. Car quel rapport entre la culture tunisienne, algérienne, syrienne, iranienne. Chacune a une spécificité, j'allais dire esthétique, que l'islamisme vient effacer, ce qui fait qu'une tunisienne d'origine ressemble à une iranienne, etc., du fait de ce voile. Donc ce n'est même pas une revendication, j'allais dire, d'une culture riche, millénaire. Non, c'est l'effacement de cette ça. Mais ça, c'est cette confusion culturelle qui fait qu'on ne creuse plus, qu'on ne réfléchit plus. Je veux dire, c'est quand même, on avait quand même des femmes, des figures féministes des années 20, des années 30, des années 50, du 20e siècle, dans les pays arabo-musulmans, qui, parce qu'elles s'étaient débarrassées du voile et parce qu'elles avaient justement retrouvé la culture d'origine en dehors de l'islam, donc la culturelle au lieu du cultuel, qui avait, j'allais dire, l'espace pour réfléchir à autre chose, au régime possible, au système de gouvernement, et elles étaient partie prenante. Alors qu'aujourd'hui, on est là, c'est plus la confusion totale. Merci Abnou Chalmani, merci Jeannette Bougrab. Nous sommes sur Sud Radio, on parle de la révolte des femmes iraniennes, mais on voit aussi qu'est-ce que ça nous dit de la France. Est-ce que ces femmes iraniennes donnent une leçon de féminisme finalement aux militantes françaises? On en parle avec vous deux après une courte pause. Nous serons de retour sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. On est de retour sur Sud Radio avec Jeannette Bougrab et Abnou Chalmani. On parle de la révolte des femmes iraniennes et on évoquait aussi le parallèle peut-être avec la situation française. On évoquait le fait qu'il y avait une grande naïveté finalement sur la question du voile en France, où on voulait en voir finalement un simple symbole religieux, voire un accessoire de mode. Vous nous disiez, Jeannette Bougrab, que c'était pas le cas, c'était un symbole politique. Et j'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous croyez à l'interdiction pure et simple? C'est vrai qu'il y a un argument qu'on peut entendre, c'est que finalement, c'est les dictatures qui décident comment les femmes doivent s'habiller, et que dans les pays libres, finalement, les femmes sont libres de croire, de ne pas croire, d'adhérer à une idéologie ou de ne pas y adhérer, de se vêtir comme elles le souhaitent. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là? J'aimerais déjà, c'est qu'à l'école, la loi de 2004 s'applique. Donc, je ne demande pas grand-chose. Mais déjà, quand on renonce à appliquer la loi sur les signes ostentatoires et que le ministre dit qu'effectivement, il y a des tenues, et on n'est même plus sur des questions du voile. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gamines, elles ont des abayas, c'est-à-dire elles ont des grandes robes qui tombent. Là, les mêmes arguments oui, mais qu'avec le voile, c'est des tenues culturelles, oui, des non, accessoires. Non, on est Pardonnez-moi, non, mais moi, je suis... l'avocat. Non, ça, c'est moi, je suis
suis d'origine arabe, donc moi je sais pas où ils ont vu ça. Enfin, ils ont vu ça. Mes parents, je suis la première génération née en France. Mes parents étaient d'Algérie. On ne connaissait pas ça, donc c'est pas vrai. Ma grand-mère, qui ne parlait pas français, n'a jamais porté cette espèce de tenue noire ample avec pour cacher la moindre forme, le burkini n'existait pas. Donc tout ça, c'est bien une influence qui est une influence, et on le sait, étrangère pour ce qui concerne les pays sunnites, avec l'Arabie Saoudite et le wahhabisme. Au lieu de construire des écoles, ils financent des madrasas et des mosquées. Donc évidemment, ça va pas donner les plus grands génies. Mais d'ignorer encore que... Et moi, ce qui me surprend, c'est que je crois pas que les femmes qui portent la baya sont nécessairement des victimes. Elles sont des militantes d'une cause islamiste. La preuve en est, certaines vont même, en Syrie, commettre les pires exactions. Enfin, et quand vous les voyez certaines interrogées dans des camps, elles n'ont aucun regret de penser que ce sont des victimes innocentes, victimes d'un patriarcat. Vous vous trompez. Certaines endossent ce militantisme et cette idée que quelque part, eh bien, il faut imposer la loi musulmane. C'est comme ça. Et vous pouvez... Moi, ce qui m'a profondément choquée chez les jeunes féministes, c'est que quand j'avais publié un livre aux éditions du CERT, Lettres aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent, elle me disait mais l'Iran c'est pas chez nous. Et cette espèce d'absence de générosité, d'empathie, de solidarité à l'endroit des femmes qui vivent la plus forte, l'oppression la plus totale, qui sont jetées dans des geôles, qui sont torturées, elles n'ont rien à faire. Voilà, c'est leur petit précaré qui les intéresse, avec une espèce de sublimation de ce que peut être l'islam de haram, de je sais pas trop quoi, enfin quelque chose qui à mon avis n'a jamais existé. Et c'est ça, moi, qui me rend triste. C'est quand le ministre dit mais il faut faire attention aux agitateurs de la laïcité, parce que être laïque, c'est presque devenu un crime, en fait, dans ce pays. Alors, oui, plusieurs choses. Vous avez dit, elles sont indifférentes à la cause des femmes iraniennes ou étrangères, mais on pourrait dire qu'elles sont aussi indifférentes à la cause des femmes dans certaines banlieues françaises, puisque vous l'avez rappelé à juste titre, certaines sont des militantes, ne soyons pas naïfs, mais il y a quand même une forme de pression sociale qui s'installe. Il y a d'ailleurs des études qui ont montré que depuis que la loi sur le voile était passée, les jeunes femmes avaient de meilleurs résultats à l'école. Donc elles luttent d'une certaine manière contre l'émancipation des femmes, ces militantes. Elles sont dangereuses parce que celles qui veulent s'habiller librement, elles ne peuvent pas. Vous vous souvenez, il y avait ce film La journée de la jupe avec Isabelle Adjani excellent film qu'il faut revoir parce qu'effectivement les filles qui osent porter une jupe sont des traînées. Voilà, c'est la figure la plus impure. Donc du coup je comprends que certaines jeunes filles préfèrent se mettre en pantalon très large parce qu'elles se disent au moins elles ont la paix. Et ça on le sait bien, et puis il n'y a pas besoin d'aller dans des quartiers, dans banlieue parisienne, il suffit dans Paris, et puis on avait eu cette polémique sur le 18e arrondissement, où on expliquait, où certaines militantes féministes expliquaient que si les femmes étaient agressées, c'est que les trottoirs n'étaient pas assez larges et que les hommes occupaient l'espace public. Mais ça devient du grand n'importe quoi. Donc là-dessus, moi je n'ai pas cette naïveté française, parce que en Algérie, quand on connaît la décennie noire, et vous avez eu l'occasion d'inviter Boualem Sansal, il raconte assez bien. C'est qu'au début on voit ça de manière assez folklorique, on dit oh vous savez c'est pas très grave, et après s'installe progressivement une violence terrible, et des femmes ont été égorgées en Algérie parce qu'elles ne portaient pas le voile. Ça a commencé comme ça a commencé par un égorgement. J'ai une question d'ailleurs pour vous deux, parce que vous avez les exemples étrangers, vous l'expérience algérienne, et vous malgré tout dans votre enfance Abno Chalmani, l'expérience iranienne. Quand vous avez vu le voile s'implanter en France, en quelque sorte, d'une part, qu'est-ce que vous avez ressenti, et est-ce que ça vous rappelle ces moments de basculement que vous avez vécu, la décennie noire en Algérie et l'arrivée des mollahs en Iran? C'est extrêmement douloureux. C'est que ça a vraiment été la première fois. Moi, je me souviens de ma mère. Elle n'aurait pas imaginé qu'une femme, si elle n'était pas obligée, porterait volontairement le voile. C'est ça qu'on venait de quitter en arrivant en France. C'était justement pour que sa fille puisse être élevée librement et qu'elle n'ait plus jamais à porter ce linceul qui est le symbole de son infériorité sur la tête. Mais vous savez, c'est amusant parce qu'on ne le dit pas. Je trouve ça quand même d'un peu dingue. Mahsa Amini, qui est donc morte sous les coups de la police des mœurs, c'est marrant qu'on ne précise pas qu'il y avait 2 hommes et 2 femmes.
que 60% de la police des mœurs est composée de femmes. Elles sont pas forcées. Moi, je veux dire, cette idée, en France, pendant des années, on a dit « Ah, mais ce voile que les femmes portent, c'est le signe de leur victimisation, de leur oppression par des femmes. » Mais elles l'ont choisi tout à fait librement. Et elles ont une femme, je pensais que les femmes n'étaient pas des êtres inférieurs, donc elles font des choix politiques, elles font des choix militants. Et d'ailleurs, le temps qu'on a mis pour percuter qu'il y avait des femmes qui partaient rejoindre l'État islamique en Syrie et en Irak, et qu'elles étaient aussi idéologues, aussi capables de commettre des crimes que les hommes. Donc je pense que ça aussi, ça a reculé le moment de la prise de conscience, de se rendre compte que c'est un militantisme qui est aujourd'hui une manière, que ce soit aujourd'hui l'abaya, une manière de détourner. Alors au lieu d'aller à l'université, au lieu d'aller bosser en se disant demain, voilà, je serai quelqu'un, et si je trouve que c'est quelque chose de dégueulasse, aujourd'hui je peux le changer grâce à la force de mes études et ce que je rêve. Non, c'est comment je peux détourner la loi sur la laïcité en quand même signifiant le fait que je suis anti-française, anti-occidentale en portant des abayas. C'est délirant. Jeannette Bougrab, est-ce que vous voyez revenir en France ou venir en France ce que vous avez vu en Algérie, ou est-ce que c'est exagéré de dire ça ? Non, moi je crois pas. Ce qui me rend très triste, c'est que vous avez des professions comme celle de l'avocature ou d'autres où vous avez un militantisme très fort, des femmes qui veulent plaider avec le voile. Vous aurez le même problème à l'hôpital où vous avez des femmes qui vont refuser d'ausculter un homme et donc trahir le serment d'Hippocrate parce qu'elles vont estimer que c'est contraire à leur principe religieux. Enfin, il faut pas oublier pourquoi en réalité Jacques Chirac réunit la commission Stasi, notamment ce qui a fait basculer la commission Stasi pour savoir qu'il fallait une loi pour interdire le voile, c'était l'hôpital. C'était l'hôpital. Quand vous avez des gens qui, au nom de leurs convictions religieuses, s'opposent au fonctionnement du service public, qui vont dénoncer ou qui vont agresser un médecin parce que c'est un homme et qu'il ne faut pas qu'il ausculte de la femme. Et vous avez c'était il y a déjà plus de 10 ans, un homme avait été condamné à 3 mois de prison ferme parce qu'il avait frappé un médecin parce qu'il ne voulait pas. Mais vous savez, c'est la somme des petits renoncements qui fera qu'on basculera. Et moi, ce qui me rend triste, c'est que souvent je me pose la question. Moi, j'ai eu la chance d'être née en France, et je me dis aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment une chance d'être né en France, voilà. Parce que quand on renonce comme ça, quand on est d'origine arabe comme moi, l'autre, en fait, vous appartenez à l'Oumma. C'est-à-dire que dans certains quartiers, je ne m'appartiens pas. J'ai pas le droit de m'habiller comme j'en ai envie. Et c'est ça qui me rend triste. C'est devant mon pays, que demain je sois obligée de devoir avoir. On a des souvent renoncements. dit pourtant que la France était le pays de la liberté, le pays de Voltaire. Est-ce que c'est en train de devenir le pays de soumission de Michel Houellebecq ? Je pense que ça l'est déjà un peu. Oui, je crois que ça l'est déjà un peu. C'est triste à le dire, mais c'est la réalité. Quand vous êtes obligé de renoncer, quand vous êtes dans des stratégies d'évitement, c'est le cas. Voilà, c'est pas politiquement correct de le dire parce qu'on se dit mon Dieu, c'est une forme de racisme. Mais ce qui est raciste, c'est de laisser des femmes se faire exécuter, de mourir. Ça, c'est ignoble. De laisser ce qui se passe en Afghanistan, de laisser ce qui se passe dans d'autres pays. Et donc moi, je trouve que c'est ça notre culpabilité, ou en Arabie Saoudite. Mais de dire cela, moi, je pense que c'est être honnête, c'est différent. Jeannette Bougrab, on parlait de l'école tout à l'heure, de la loi de 2003. On rappelle que la première affaire de voile en France, c'est 89. Donc on a attendu 2003 pour légiférer. Là, on a le problème des abayas. C'est un moyen de contourner finalement cette loi en disant c'est pas un voile, c'est une abaya. Est-ce qu'il faut légiférer après tout de nouveau? Non, on n'a pas besoin de légiférer, il suffit d'appliquer la loi. Mais le problème, c'est que vous avez aussi toute une génération de jeunes profs qui estiment qu'après tout, pourquoi pas, que c'est une manière, que c'est des passages, que c'est une sorte de, voilà, autrefois on était punk, on avait une espèce de révolte, et que c'est à peu près la même chose, que ce sont des passages, que ce sont... Et donc, il y a quand même il y a une forme enfin, s'il n'y avait pas de conséquences, je dirais de naïveté. Mais comme il y a des conséquences très graves et que des gens perdent la vie à cause de cela, je pense que c'est de la bêtise, c'est bêtise criminelle. Voilà. Moi, je pense qu'on doit être très ferme. Vous voyez, ce qui s'est passé avec le burkini en Algérie ou au Maroc, le burkini est interdit, vous n'avez pas ce débat en disant que vous êtes islamophobe, enfin c'est quand même hallucinant. Un truc qui a été inventé en Australie devient un symbole d'une liberté religieuse, c'est quand même hallucinant, enfin faut quand même je savais pas que l'Australie était la Mecque de l'islam, enfin j'en sais rien, enfin. Et tout ça me fait que on peut continuer comme ça, hein, mais je pense que ça va mal se terminer. Voilà.
Quelle est la solution, Abnous Chalmani? On a 50 secondes, hein. Après il y a encore une dernière partie, mais est-ce que vous êtes pour continuer à légiférer, voire légiférer dans la rue, ou, on a déjà tout. Non, à... alors là, interdire dans la rue, non, justement parce qu'on est une démocratie et qu'on est un pays libre, mais déjà respecter la loi, c'est déjà pas mal. Mais moi, vraiment, et qu'on oublie ça, c'est que 89, première affaire du voile, ça correspond exactement à la fatwa sur Salman Rushdie, voile et blasphème, dont a été victime Samuel Paty il y a 2 ans, égorgé. C'est hallucinant. Et c'est ces 2 éléments-là, je pense, le blasphème et le voile, qui ont été les armes des islamistes pour réussir à s'installer dans le paysage politique et culturel français. Merci Abnous Chalmani, merci Jeannette Bougrab. On continue à parler de cette question de l'islamisme et du féminisme également. Est-ce que les féministes françaises sont à la hauteur? On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio. Merci. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec la romancière, essayiste, réalisatrice Abnous Chalmani, qui est née à Téhéran. On a beaucoup parlé de la révolution ou de la révolte pour le moment des femmes iraniennes. Nous sommes également avec Jeannette Bougrab, conseillère d'État, essayiste, ancienne secrétaire d'État, très, très impliquée dans la cause des femmes. J'aimerais discuter avec vous de ce que ça dit, cette révolte des femmes iraniennes, sur le féminisme français. On n'a pas beaucoup entendu les féministes en France soutenir ces femmes-là. Pourquoi, à votre avis, cette gêne sur la question des femmes iraniennes? Parce que c'est toujours l'espèce de culpabilité post-coloniale, en disant que si jamais elles soutenaient des femmes musulmanes, eh bien, elles viendraient à stigmatiser la religion de la minorité. En fait, c'est un peu... je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'avait dit Emmanuel Todd au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, quand les gens avaient manifesté. Catholiques zombies. Voilà, qui étaient en réalité, c'était des gens qui étaient venus cracher sur la religion. Des faibles et des opprimés. Voilà. Et donc, il y a toujours cette idée-là, quelque part, que c'est quelque part stigmatiser les gens, etc. Mais où ils ont vu ça? Enfin, ça montre bien leur absence de culture, de connaissance de ce que sont ces pays-là. Donc, et moi, ce qui m'effraie, c'est ça. Mais en même temps, comme ces errements ne datent pas d'hier, et que tous ces grands intellectuels, ces grands penseurs se sont trompés, il ne faut pas s'attendre à ce qu'en France, ça change. Et en plus, il y a des questions électoralistes, en fait. C'est tout simplement ça. C'est que l'idée que, quelque part... les nouveaux opprimés seraient les musulmans. Autrefois, c'était les ouvriers. Maintenant, on se dit que c'est plutôt les gens qu'on identifie, qu'on réassigne sur le plan religieux. L'électoralisme, il est particulièrement du côté de la France insoumise aujourd'hui? Ou ça concerne tous les partis? Je pense qu'ils en ont fait, puisque quand on voit leurs résultats, en fait, leur bastion, c'est quand même eux qui ont ça. Donc... Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la énième trahison de la République, mais c'est un choix ils ont participé à des manifestations contre l'islamophobie. Enfin, participer à une telle manifestation montre bien déjà leur connivence, leur implication sur ces sujets-là. Voilà. Abnous Chalmani, sur le féminisme aujourd'hui, je me souviens d'une tribune de vous, si je ne me trompe pas, je crois que c'était pour l'hebdomadaire Marianne, où vous expliquiez pourquoi je ne suis plus féministe. Qu'est-ce qui vous a fait rompre finalement avec le féminisme? Non, mais je pense que je suis encore féministe, mais c'était vraiment, en plus j'aurais dû rajouter pourquoi je ne suis pas de ce néo-féminisme-là, et que je suis du féminisme égalitaire de combat. Mais c'est là, elles ne peuvent pas. C'est quand même compliqué d'aller soutenir comme ça ouvertement. Bon, en même temps, il faut dire, Sandrine Rousseau a essayé, elle a été huée. Parce que les Iraniens savent, eux, donc que le voile n'est pas un embellissement, et que de quoi elle parle finalement. Donc ils l'ont empêchée de s'exprimer, elle et Manon Aubry, parce qu'elle n'avait rien à faire dans cette manifestation avec les Iraniennes. C'est qu'à force d'excès, de dire globalement
n'importe quoi, de passer son temps à présenter les femmes occidentales, et en l'occurrence les femmes françaises, comme des victimes du matin au soir, qui inévitablement seront violées, tabassées, tuées par des hommes. Je vous interromps. C'est compliqué quand même. Est-ce qu'on peut dire, vous qui connaissez les deux sociétés, est-ce qu'on peut dire que la France est une société patriarcale? Non mais ça fait beaucoup rire mes cousines. Est-ce qu'on peut parler de la même manière du patriarcat en France et en Iran? Eh bien, attention, je vais faire une réponse très provocante. Non, mais tellement pas que c'en est presque drôle. Non, mais nous, on rit beaucoup. C'est-à-dire que, comme le rappelait Jeannette, en Iran, vous portez mal le voile. Nasrin Sotoudeh, en l'occurrence, elle a eu 148 coups de fouet. Et pas, c'est pas mignon. C'est vraiment des traces à vie. C'est des coups de fouet. Là, c'est vraiment une oppression sur le corps. Le corps devient tabou. On est puni comme un enfant, parce que les femmes ont un statut de mineur. Les femmes meurent en Iran, pas 122, ce qui est déjà trop en Iran, mais 300, 400, 500, 600 par an. Une prostituée violée, ou une jeune femme, même pas prostituée, quel que soit, qui a été violée par un homme, c'est elle qui est tuée, qui est pendue, parce que elle est la source de la provocation. Ce n'est pas le violeur, c'est la violée qui est pendue, et sur une grue, pour que tout le monde comprenne bien que quoi qu'il arrive, c'est toujours le corps de la femme qui est coupable. Donc aller comparer, aller parler de violence patriarcale, systémique, systématique, ou je ne sais quoi, aux femmes françaises, alors que concrètement ces définitions s'adaptent plus à l'Iran, est problématique. Et vous savez, c'est pas innocent quand vous regardez les chiffres, que les demandes de transition à l'adolescence vers de changement de sexe, 70% concernent des jeunes femmes. C'est-à-dire, quand vous répétez aux femmes que quoi qu'il arrive, elles seront victimes, que leur vie ressemble à l'enfer, forcément, elles sont ados, elles sont quand même une période de grande fragilité, elles n'ont qu'une envie, c'est de devenir des hommes. Donc c'est quand même dire à quel point ce discours non seulement est faux, mais est contre-productif et finit par faire honte aux femmes d'être femmes. Non, la femme en Iran est vraiment oppressée. Il existe un vrai système patriarcal qui l'empêche d'exister. Son témoignage vaut la moitié de celui d'un homme. Elle n'a pas le droit à l'héritage au même titre qu'un homme. Elle peut être astrophysicienne, elle peut être médecin qui sauve des milliers de vies. Si un homme l'écrase en voiture, il n'ira pas en prison pour une seule et unique raison, c'est que la femme vaut la moitié d'un homme. Il n'y a pas que l'Iran, le problème est là. Ça s'appelle l'oppression. Mais en France, bien sûr qu'il y a encore des inégalités. Mais on parle d'inégalités. Mais en gros, on a gagné. Je veux dire, à partir du moment, l'éducation, c'était ça, le cœur du combat féministe. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, mais d'ailleurs, que ce soit des pays en voie de développement ou des pays occidentaux, les femmes sont plus nombreuses et font de plus longues études que les hommes. Je veux dire, concrètement, on a gagné. On a gagné. Donc, est-ce qu'on pourrait vraiment digérer cette victoire et maintenant passer à autre chose, c'est-à-dire à ce qui reste à régler, c'est-à-dire des problèmes encore de différentiel de salarial, des problèmes de violence effectivement qui existent, mais qui ne sont pas systématiques. Et non, il n'y a pas une réunion d'hommes occidentaux des tables qui ont dit alors aujourd'hui à quelle sauce on va manger ces horribles femmes. Jeannette Bougrabe, vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Est-ce que vous diriez aussi que les femmes ont gagné la partie en Occident, ou en France en tout cas? C'est quand même un privilège d'être en France, donc oui, il y a des choses encore à faire. Moi, ce qui m'effraie, c'est qu'elles sont certaines femmes aujourd'hui sont les ennemies des femmes. Voilà, c'est un peu ça qui m'effraie, c'est de voir effectivement à quel point elles sont parfois complices de ceux qui sont les tenants d'un patriarcat. Mais moi, je comprends pas en réalité leur combat. Donc, j'ai décroché depuis très longtemps leurs questions. Je vous avoue que je ne les comprends pas. Mais dans le phénomène MeToo, dont on fêtait, je crois, l'anniversaire il y a pas longtemps, il y a pas. On nous dit, j'écoute, il y a une partie même des féministes qui sont pas extrêmes, qui nous disent, ça a quand même libéré la parole des femmes. Je sais rien, je n'aime pas la manière dont c'est fait. Donc, je vais pas vous dire, je vais pas vous faire. J'aime pas l'idée qu'on fasse des procès médiatiques, je n'aime pas l'idée qu'on dénonce sans que les gens puissent avoir les droits de se défendre. Donc, je suis quand même attachée à des règles procédurales qui permettent de dire que on a eu un procès équitable. Donc, moi, j'aime pas ça. Donc, j'aime pas qu'il y ait du harcèlement, je n'en doute pas. Mais ce que je comprends pas chez ces féministes, c'est que
Dans le cinéma, elles s'offusquent, mais quand sont dans la rue dans le 18e, c'est pas la faute des hommes. Donc c'est le deux poids deux mesures qui me gêne. C'est-à-dire qu'il y aurait le MeToo inacceptable de l'homme blanc, mais par contre, quand c'est quelqu'un parce qu'il croit en Dieu ou quoi que ce soit, c'est acceptable. Voilà, c'est ça moi qui me choque. Voilà, et cette indifférence à la souffrance des autres femmes ailleurs. Et voilà, et puis même pas ailleurs. Vous avez raison, parce que on se souvient de cette petite jeune fille qui a été violée et qui a été tuée en banlieue. Donc vous en avez. Donc voilà. Donc je sais, je suis effondrée, mais je vais essayer d'être optimiste. Mais la seule chose que je voulais juste rajouter, c'est que on parle d'Iran, mais on oublie la situation des femmes en Arabie Saoudite. On parle beaucoup de Ben Salman, ce prince réformateur qu'on invite un peu partout, notamment depuis que on est en guerre en Ukraine. Mais la situation de toutes ces femmes, de toutes ces militantes qui sont dans des geôles, vous n'avez jamais de pétition de grandes féministes françaises pour les défendre. Et je me souviens de cette militante qui avait été emprisonnée, arrêtée à Abu Dhabi, emmenée de force en Arabie Saoudite parce qu'elle avait osé, elle conduisait alors que c'était pas encore autorisé. Voilà. Et ça, c'est que vous soyez sunnite et chiite, le sort des femmes est toujours à peu près le même. Voilà. Amnos Shalmani, sur MeToo, je sais que vous avez été assez critique sur ce mouvement. Jeannette Bougrab disait il y a un deux poids deux mesures finalement entre l'islamiste qui va persécuter les femmes et le mâle blanc qui serait toujours coupable. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur MeToo? Est-ce que c'est vraiment un mouvement de libération de la parole des femmes, ou est-ce que c'est un mouvement de vengeance à l'égard de l'homme et en particulier à l'égard de l'homme occidental? Moi, la base, ce qui me dérangeait, c'est de dire mouvement de libération des femmes, comme si les femmes apprenaient à parler. Je pense que les femmes ont toujours parlé, sinon on n'aurait pas eu la pénalisation, par exemple, du viol, en l'occurrence grâce aussi à Gisèle Halimi. Le viol a été considéré comme un délit, c'est passé dans la pénalité, donc c'est quand même pas rien. Donc quand même, les femmes ont toujours été là, elles font partie de l'histoire, n'étaient pas en dehors de l'histoire. Je pense que c'est surtout qu'elles ont été entendues. C'est plus ça. C'est qu'on s'est dit, bon, il y a quand même des choses en entreprise qui ne se font pas. Une main aux fesses, on va peut-être éviter. C'est quand même pas des choses qui se font correctes. Bon, le fait de devoir le signifier, je me demande où sont éduqués ces gens. Il y a des gens qui ont quand même pas fait le boulot, parce qu'a priori, on devrait l'apprendre petit, que ça ne se fait pas. Mais non, ce qui est très vite, ça a dégénéré en liste. Et pour ce qui est, vous savez, c'est Houriya Boutelja. Nous n'inventons rien. C'est Houriya Boutelja qui a expliqué qu'une femme noire ne devait pas porter plainte si son violeur était noir, parce qu'elle participait de racisme. C'est quand même très dérangeant. Un viol est un viol n'a pas de couleur, n'a pas de religion, un viol est un crime. Donc d'où qu'il vienne, il doit être dénoncé en tant que crime. Merci Amnos Shalmani, merci Jeannette Bougrab d'avoir été avec nous pour ce numéro Dans toute vérité. C'était passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et je vous laisse avec les informations. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.